I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau dans ce podcast. Alors cet épisode vise à donner une vue d'ensemble de la situation alarmante aux États-Unis. Alors avant toute chose, je voudrais juste attirer votre attention sur l'importance de bien dire personnes SDF et non pas SDF, puisque cela reviendrait encore une fois à les réduire à leurs conditions et donc à les déshumaniser alors qu'ils le sont déjà au quotidien de par leurs conditions. Par ailleurs, j'utilise bien le terme SDF et non pas sans-abri, puisque une partie importante des personnes SDF habitent soit dans leur voiture, soit dans une caravane, comme nous le verrons dans les prochains podcasts. D'après le rapport annuel d'évaluation du sans-abrisme au Congrès de 2020, le nombre de sans-abri augmente pour la 4e année consécutive et il est désormais de 580 406 personnes. Il est aussi important de noter que sur les 580 406 personnes, on a 107 000 personnes qui ont moins de 18 ans. Et ce nombre est grandement sous-estimé puisqu'il inclut seulement les personnes SDF trouvées dans la rue ou dans un abri durant une nuit donnée au mois de janvier. C'est-à-dire qu'on ne compte pas toutes les personnes qui sont dans leur voiture ou dans des caravanes. C'est un nombre qui a été déterminé seulement durant une nuit. Ça ne compte pas non plus les personnes qui sont dans un état transitoire, c'est-à-dire qui ne sont pas encore à la rue, qui ne sont pas dans un abri ni dans leur voiture, mais qui sont potentiellement chez des amis ou chez de la famille, encore pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, et qui risquent de finir à la rue sous très peu. Alors comment est-ce que la population des personnes SDF est-elle répartie aux États-Unis ? On a 2 États à eux seuls qui concentrent un peu moins que la moitié des personnes SDF présentes aux États-Unis. À la tête, la Californie avec plus de 160 000 personnes SDF, puis l'État de New York avec 90 000. Un peu plus loin derrière, nous avons le Texas et la Floride avec 27 000 personnes SDF, puis 4 autres États qui se situent entre 20 000 et 30 000 personnes SDF. Les 42 autres États comptent tous moins de 10 000 personnes SDF, dont 24 parmi ces 42 États qui en comptent moins de 3000. Tous ces nombres sont très importants, mais on est face à une concentration hors norme en Californie, à l'État de New York et dans les 6 États qui se situent entre 20 000 et 30 000. En théorie, personne ne devrait avoir affaire à de telles conditions, personne ne devrait vivre dans la rue, et encore moins des années, comme la plupart des personnes SDF que j'ai rencontrées aux États-Unis, qui finalement finissent presque par penser qu'ils s'habituent à cette condition. Et donc en théorie, on devrait aspirer à ce que le sans-abrisme soit très rare, et lorsqu'il arrive, qu'il soit très court, et que ça ne soit en aucun cas une manière de vivre. En pratique, c'est plutôt de l'exception que la règle. C'est-à-dire qu'on observe assez peu de personnes qui ont réussi à sortir de leur état de personnes SDF, de leurs conditions, en quelques semaines, à reprendre une vie normale. Et les conséquences de la Covid-19 ne sont même pas encore totalement visibles, c'est-à-dire qu'on s'attend encore à une augmentation qui peut aller jusqu'à 49% du nombre de personnes SDF. Il y a actuellement 55 personnes qui deviennent SDF aux USA chaque jour. Ça fait aussi écho à un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin d'énormément pour redémarrer, il leur suffit juste d'un job, d'un toit, et par exemple ils n'ont pas de problèmes d'addiction ni de problèmes mentaux, ils ont même peut-être des diplômes. Et justement parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant en haut de la hiérarchie des personnes considérées comme urgentes que l'on doit prendre en charge le plus rapidement, à qui on doit fournir des aides le plus rapidement, ce qui fait aussi sens dans notre communauté, eh bien on les laisse jusqu'à ce que leur situation empire suffisamment pour qu'ils puissent obtenir de l'aide. Et pour que finalement ils puissent avoir de l'aide alors qu'ils auraient pu se réinsérer dans la société beaucoup plus facilement si on les avait pris en charge plus rapidement. On est vraiment face à un problème majeur et qui est de plus en plus visible, c'est-à-dire qu'il suffit d'une journée aux USA pour tomber sur facilement 3-4 personnes avec de grands sacs qui comportent toutes leurs affaires, ou encore des chariots de supermarché, des valises qui sont parfois fraîchement faites, qui ont l'air du moins encore en bon état, et ce ne sont pas des touristes bien évidemment. On peut parfois même apercevoir des vêtements qui sèchent dans la rue, comme si on se trouvait dans le jardin d'une personne, un jardin privé, ou encore des personnes qui se baladent pieds nus, j'ai déjà vu,
là où les voitures passent, donc de manière très dangereuse. Et c'est des choses qui ne sont d'une urgence extrême et qui sont rendues banales parce qu'elles sont vraiment très nombreuses au quotidien. Merci pour votre écoute, j'espère vous avoir donné un bon aperçu du sans-abrisme aux USA et à très bientôt pour d'autres podcasts où on étudiera ce problème plus en profondeur. You know what I mean? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. You know what I mean? La Californie, l'État qui compte le plus de personnes SDF aux USA et qui est surnommé l'État des personnes SDF. C'est aussi l'État auquel on pense en premier lorsqu'on entend parler du rêve américain, l'État où tout serait possible. Beaucoup disent qu'il tire sa notoriété auprès de cette population en raison de ses températures estivales qui faciliteraient leur quotidien. D'après l'Institut économique de Stanford, le nombre de sans-abri aurait augmenté de 42%, en passant de 120 000 personnes à 160 000 personnes de 2014 à 2022. La Californie représente seulement 12% de la population des États-Unis. Pourtant, elle représente 25% de la population des personnes SDF du pays. Poursuivant avec la même logique, Los Angeles serait la capitale du sans-abrisme. On est passé récemment de 33 000 personnes à 55 000 personnes SDF, avec la plus grande proportion de sans-abri. On dénombre 70% des personnes SDF à Los Angeles qui dorment dans la rue contre 5% à New York. Une des raisons principales ? Non, ce n'est pas le soleil, mais c'est bien les loyers. On peut facilement trouver 750$ le 3 mètres carrés à Los Angeles, c'est ce que de nombreux étudiants utilisent pour se loger. Ce sont des sortes de capsules, comme en auberge de jeunesse, un lit avec un rideau qu'on peut tirer pour avoir un peu plus d'intimité, et des salles de bain et cuisine communes. À Los Angeles, un quartier fait particulièrement parler de lui depuis quelques années, voire quelques décennies plutôt, c'est bien Skid Row. C'est un quartier de 6 km² qui dénombre plus de 10 000 personnes SDF, avec un tiers de ces personnes-là atteintes de maladies mentales. Certains ont déjà été internés plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Un scandale récent a mis en lumière cette pratique commune des hôpitaux psychiatriques qui est de relâcher leurs patients une fois qu'ils n'ont plus de quoi financer leur traitement. Ils les relâchent souvent dans ce genre de quartier où il y a beaucoup de personnes SDF comme à Skid Row. Cela a récemment donné lieu à 2 condamnations à l'encontre de 2 hôpitaux psychiatriques basés à Los Angeles. Historiquement, autour des années 70-80, ce quartier avait été conçu pour établir des frontières fermes avec les éléments de population dits indésirables. Le but était de maintenir des loyers abordables dans cette zone-là et à l'extérieur de ce quartier, faire exploser les prix. Ils y ont installé des éclairages sévères de prison, pour but de dissuader toute personne extérieure à ce quartier de s'y rendre ou de même y passer. La police y patrouillait plusieurs fois dans la journée pour s'assurer que ces populations ne s'éloignaient pas trop de la zone dans laquelle ils devaient rester. Très rapidement, la pauvreté est devenue une excuse pour maltraiter ces populations. Au lieu de régler le début de ce problème, ils ont préféré maintenir les populations désavantagées à l'intérieur de ce quartier et faire flamber les prix à l'extérieur pour pouvoir poursuivre leurs intérêts économiques. Ce genre de quartiers aux USA sont réputés pour être des zones de non-droit, où la police ne parle plus du nombre de meurtres qui y prennent place. En discutant avec certains de leurs habitants, j'ai appris que souvent il y avait environ 1 à 2 morts par jour, desquels on n'entendait pas parler. Il y a même récemment une série Netflix qui est sortie sur l'un des hôtels de ce quartier à Skid Row, c'est l'hôtel Cecil, où de nombreux meurtres et suicides ont pris place. Un peu plus tard, dans les années 2000, de nombreuses fois de grands nettoyages forcés ont pris place, et surtout ont été financés par de grands propriétaires au centre-ville qui souhaitaient refaire augmenter le prix de l'immobilier dans cette zone-là. Pour ce faire, ils ont tous investi dans une taxe qui apporterait annuellement plus de 6 millions de dollars. Pour ces grands nettoyages, ils ont embauché William Bratton, chef de police, spécialiste en nettoyage de rues, et il a déjà fait des nettoyages similaires à New York. Ces grands nettoyages riment aussi avec harcèlement, dépossession du peu d'affaires que possèdent ces personnes-là. C'est un extrait d'une femme qui se voit prendre toutes ses affaires pendant un de ces grands nettoyages. Comme vous avez pu l'entendre, cette femme crie « Ne prenez pas mon lit ». Bien qu'elle soit présente, ses affaires seront quand même prises, déplacées, jetées.
L'annonce des JO de 2028 qui sont censés prendre place à Los Angeles est un risque supplémentaire. La dernière fois que des JO ont pris place à Los Angeles, c'était en août 1984. Les personnes SDF ont vu de nombreuses lois se multiplier à leur encontre qui criminalisaient des comportements qui sont associés à la condition de personnes SDF et de comportements violents de la part des autorités à leur encontre. Un homme a même dit au Los Angeles Times en 1984 « Avant les Jeux Olympiques, ce n'était pas si mal. Maintenant, ils nous traitent vraiment comme de la merde. » Une autre ville que j'ai pu visiter en Californie qui est aussi très touchée par ce problème est San Francisco. C'est la deuxième ville, après New York City, qui contient pourtant le plus de milliardaires aux USA, en raison de la proximité de la Silicon Valley. Et on peut recenser là-bas plus de 8000 personnes SDF. Ce qui peut paraître peu à côté de Los Angeles. En revanche, il ne faut pas oublier que la population à San Francisco est beaucoup plus faible. J'ai pu visiter Oakland, une ville qui environne San Francisco, à moins d'une heure de San Francisco, où il y avait de nombreux quartiers avec énormément de caravanes et des familles qui vivaient. En discutant avec des populations qui habitaient autour de ces quartiers-là, on m'a essentiellement fait une description très négative. Pollution sonore, ordures, manque de sécurité. Puis en discutant avec des personnes SDF qui y habitaient, j'ai réussi à avoir une image plus complète et moins simpliste et moins négative. Il y avait bien des profils qui commençaient à se dessiner. J'apprends même que certains jeunes docteurs ont passé quelques mois dans leur voiture à proximité de ces quartiers-là en raison du fait qu'ils devaient économiser pour leur premier loyer. Il y avait aussi énormément de personnes qui travaillaient, des infirmières, des personnes qui travaillent dans la sécurité, des secrétaires, toutes ces professions qui sont intermédiaires et qui ne permettent pas d'avoir un salaire pour pouvoir s'offrir un logement à San Francisco. De nombreuses personnes regrettent les loyers qui étaient auparavant à $1000 et qui sont désormais à $3,500 par mois. Une exclamation que j'avais souvent entendue de la part des personnes non SDF en parlant des personnes SDF était que si la vie était trop chère ici pour eux, pourquoi est-ce qu'ils ne se dirigeaient pas vers un autre état où le coût de la vie serait moins élevé? J'en ai profité pour poser la question à une personne anciennement SDF, Lisa Wheeler. Elle me fait part de son indignation face à cette logique dans laquelle on devrait se conformer aux milliardaires qui font exploser les prix de l'immobilier, aller ailleurs, quitter notre famille, nos amis, la ville dans laquelle peut-être nous avons grandi, et notre travail si nous en avons toujours un. Pourquoi est-ce que ce serait à nous de nous conformer? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plutôt à eux de maintenir des prix abordables, des loyers décents pour tout le monde? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. That's the other man. Coupable d'exister. Comme mentionné précédemment, dans le cas des JO de Los Angeles, des lois peuvent être créées criminalisant des comportements associés à la condition du sans-abrisme, ou pire encore, qui sont nécessaires à la survie de personnes SDF. Dans ce court épisode, nous verrons l'exemple de certaines de ces lois et à quel point est-ce qu'elles sont en pratique appliquées. En voici un exemple. En vertu de la loi de l'État du Nevada, il est interdit de solliciter de l'argent en moins de 20 pieds, donc l'unité de mesure aux États-Unis, d'une porte, d'un guichet automatique ou d'une banque, d'un passage piétonnier ou d'un arrêt de bus. En outre, la loi interdit aux particuliers de demander de l'argent dans n'importe quelle salle à manger, extérieure ou intérieure, sur les rampes d'accès d'une autoroute ou dans les toilettes publiques. Ceux qui donnent de l'argent aux mendiants violent aussi la loi du Nevada. Un projet de loi qui est paru le 6 novembre 2019 stipule également qu'il est interdit, inacceptable même, de camper ou de dormir dans l'espace public comme un trottoir ou une rue centre-ville ou dans des quartiers résidentiels si de l'espace est disponible dans un abri. Les personnes visées par l'ordonnance peuvent être passibles d'une amende de $1000 et ou d'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois. Les infractions liées au fait de dormir à l'extérieur ont augmenté de plus de 92%, et celles liées au vagabondage et à la mendicité de plus de 108%. Un ancien SDF, qui a maintenant 71 ans et qui se nomme Kenneth Schultz, explique que lorsqu'il était sans abri, il a passé plus d'une nuit sur toit en prison pendant ces 9 années où il a été donc sans abri. En somme, pour survivre en tant que personne SDF, vous êtes forcé d'enfreindre la loi. F. Garo, analyste politique à l'Université de Californie du Sud, dénonce une forme de bannissement de la société. Elle dit « On dit qu'ils s'enfoncent profondément dans le désert de Mojave. Ils ne traitent pas cela comme une crise humanitaire et comme une crise du logement, mais comme des criminels. Leur seul crime est de ne pas avoir assez pour vivre. » Ou encore «
It's raining tacos from out of the sky. Ce sont les deux musiques que les responsables municipaux de West Palm Beach en Floride ont décidé de mettre en boucle dans diverses locations pour dissuader des personnes SDF d'y dormir. De nombreuses personnes non SDF et personnalités politiques continuent à prétexter qu'être SDF c'est un choix, puisque si elles le voulaient, elles pourraient travailler et ne plus être SDF. Nous allons voir pourquoi est-ce que cela est faux, au-delà du fait qu'avoir un travail aux USA n'implique pas forcément avoir un logement. J'ai posé la question à une personne SDF pour savoir s'il était possible d'avoir un emploi et d'être SDF en même temps, et elle me répondit la chose suivante. Eh bien, si j'avais un endroit où je pouvais garder mes affaires sans m'inquiéter qu'elles ne soient volées, où je pouvais me reposer, et où je n'ai pas à m'inquiéter à propos de mon prochain repas, peut-être que je pourrais trouver un emploi. En effet, comment est-il possible d'aller chercher un travail et d'ensuite d'y travailler quotidiennement lorsqu'on ne dort presque pas de la nuit, que ce soit en abri ou non? Donc en abri, souvent on va parler des lumières qui restaient allumées toute la nuit, du bruit, des craintes de se faire voler ses affaires ou de se faire agresser, des horaires qui étaient très stricts. À la rue, encore plus, donc insécurité également, pas d'endroit où prendre sa douche, pas de toilettes, déjà qu'il n'y a pas de toilettes en assez grande quantité, on apprend que pendant la nuit, plusieurs municipalités les retirent. Laver ses affaires n'est pas forcément évident lorsqu'on a très peu d'argent et on va plus avoir tendance à aller acheter son prochain repas avec cet argent-là plutôt qu'aller les dépenser dans une laverie. Un risque accru de se faire agresser lorsqu'on est une femme et toutes les conséquences mentales qui en découlent de toutes ces conditions à la rue, des possibles agressions. Assez paradoxalement, les personnes SDF ont très peur de la police aussi, assez souvent. On m'a dit une fois, au moindre bruit, je sursaute et je me demande est-ce que c'est la police. Et j'ai été assez surprise au début par ce mot-là, je demanderais peut-être à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui essaie de me voler par exemple. De plus, quelque chose qu'on ignore lorsqu'on n'est pas une personne SDF nous-mêmes, il est possible qu'on ait besoin d'une adresse pour postuler à un emploi. J'ai donc l'exemple d'une personne SDF avec qui j'ai discuté. Un des clients savait qu'elle était SDF et pensait bien faire. Il a discuté d'en parler avec sa patronne et c'est à ce moment-là qu'elle a failli se faire renvoyer de son emploi puisque sa patronne ne savait pas qu'elle était à la rue et qu'elle avait donné l'adresse de ses parents. Malgré tout ça, il y a bien des personnes qui réussissent à être SDF et à avoir un emploi. Alors qui sont-elles et comment font-elles? Il y a une hiérarchie entre les personnes SDF. Nous avons les personnes SDF qui dorment à la rue sans aucun abri, même pas une tente. On a celles qui dorment à la rue et qui ont une tente. Puis on a celles qui vivent dans leur voiture ou dans des fourgonnettes. Et enfin les personnes qui vivent en communauté, comme la communauté d'Auckland que j'ai pu visiter. La catégorie à laquelle on appartient, il est plus ou moins facile, plus ou moins possible d'avoir un emploi. C'est-à-dire que si on dort dans sa voiture et qu'on avait déjà un emploi et que si on a perdu son logement, c'est bien que le loyer était trop élevé et qu'on a eu la chance de pouvoir conserver sa voiture et son emploi, eh bien il est plus simple de continuer à vivre dans sa voiture et d'aller ensuite au travail puisqu'on a la possibilité de s'inscrire dans une salle de sport pour y prendre sa douche. Beaucoup plus d'alternatives possibles lorsqu'on a une voiture pour conserver son emploi et aussi pour en chercher un nouveau. You know what I mean? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. You know what I mean? Dans ce podcast, je vais vous faire part des principales causes du sans-abrisme aux USA. Bien que chaque histoire soit unique, il y a des raisons qui prévalent, et des raisons qui sont propres à certains groupes. Dans ce podcast, nous étudions les jeunes, les familles et les employés ou non. Dans les 2 prochains podcasts, nous verrons un peu plus en ce qui concerne la surreprésentation des minorités dans les personnes SDF et des personnes qui sont atteintes de maladies mentales ainsi que d'addiction. Du côté des jeunes, le dernier dénombrement en 2019 comprenait 46 629 jeunes de 18 ans à 24 ans qui se trouvaient soit dans des refuges d'urgence ou à la rue. D'après l'enquête du projet Trevor, 40% de ces jeunes-là seraient LGBTQIA+. Ce nombre également est grandement sous-estimé. Tout comme l'autre, il a été mesuré seulement durant une nuit et il ne tient pas en compte les jeunes qui seraient chez leurs amis ou chez de la famille. En réalité, je peux vous donner la preuve que ce nombre est encore plus sous-estimé que ce que l'on pourrait le penser. L'an dernier, l'Université publique de Californie a publié une étude préliminaire selon laquelle un étudiant sur 10, sur 460 000 étudiants,
seraient sans abri, ce qui revient déjà à 46 000. Donc on aurait 46 000 étudiants sans abri, non pas dans tous les États-Unis, mais à Los Angeles seulement. Et ça nous questionne sur le montant de la sous-estimation du nombre de personnes sans abri plus généralement également. Du côté des mères et des enfants, on a une grande partie des mères qui échappent aux violences domestiques, qui parfois prennent leurs enfants avec elles ou parfois non. C'était il y a 25 ans la plus petite des catégories dans la population des personnes SDF. Maintenant, elle représente 37%. On a 92% des mères qui ont survécu à un traumatisme physique ou sexuel et 82% des enfants qui sont exposés à au moins un événement violent à l'âge de 12 ans. Par la suite, un adolescent sur 4 sans abri obtiendra son diplôme d'études secondaires. Concernant les employés, tout d'abord, il y a eu 36,5 millions de personnes qui ont perdu leur travail durant la crise de la Covid-19. Mais aussi, le SMIC est trop bas. Officiellement, le SMIC national est toujours à 7,25 $ depuis le 24 juillet 2009. Il reste à changer pour le moment, même si Biden souhaite potentiellement instaurer un SMIC horaire à 15 $ de l'heure. En pratique, dans plus de la moitié des États aux États-Unis, il est déjà à 10 $ de l'heure. Mais faisons quelques calculs et prévisions. À 10 $ de l'heure, avec 40 heures par semaine, nous avons 1 600 $ par mois, sans compter les taxes. Le loyer national, en moyenne, est à 1 200 $. En retirant les taxes, même si on n'est pas à San Francisco où le loyer coûte 3 000 $, on a quand même pile poil assez pour payer son loyer. Et ce, sans compter toutes les autres dépenses, voiture, alimentation, santé. On est aussi face à des entreprises qui embauchent de plus en plus à temps partiel afin de ne pas avoir à payer l'assurance maladie à leurs employés. 70% des familles à très faible revenu consacrent plus de la moitié de leurs revenus au loyer. Mais aussi, il n'y a pas assez de logements à prix bas. Pour 100 ménages locataires à faible revenu, il n'y aurait que 37 logements à prix abordable disponibles. En 2022, 12 millions d'Américains sont en retard d'une moyenne de 5 800 $ sur leur loyer et risquent l'expulsion. Aux États-Unis, il y a environ 3 000 expulsions par an, soit 3 fois plus qu'à Paris. Et en Virginie, si le loyer est en retard de 5 jours, le propriétaire peut commencer le processus d'expulsion et en moins de 2 mois, tout peut être réglé. Alors qu'en France, en comparaison, cela prendrait 1 an et demi environ. De plus, les expulsions et retards de paiement restent avec vous. C'est-à-dire que n'importe quel locataire peut vérifier en quelques clics votre historique. On est face à une réelle épée de Damoclès qui pèse sur les locataires. Il suffit d'un problème financier, d'un problème médical pour qu'on se puisse retrouver à la rue. Dans ce modèle, le logement est considéré comme une marchandise et non comme un droit. C'est un produit de consommation comme un autre. You know what I mean? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. You know what I mean? Aujourd'hui, nous allons parler du racisme institutionnel, de la prison et de comment est-ce que cela impacte négativement le problème du sans-abrisme aux USA. Tout d'abord, les Noirs américains représentent 13% de la population des USA, contre 64% de personnes blanches de peau. Pourtant, les Noirs américains représentent bien 40% de la population des personnes SDF. Le taux de sans-abrisme dans les collectivités autochtones est également 3 à 8 fois plus élevé que celui de la population générale. La surreprésentation des personnes noires de peau ou des autochtones dans le sans-abrisme ne peut pas s'expliquer uniquement par un souci de pauvreté ou d'identité. C'est une preuve de racisme structurel. Statistiquement, les femmes de couleur sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violences familiales et sexuelles, et les survivantes sont souvent confrontées à l'appauvrissement des réseaux. Alors que souvent nous disons à un survivant sans abri d'aller chez des proches, cet appauvrissement du réseau peut représenter un énorme fardeau dans la recherche du soutien existant. Aux États-Unis, sur 100 000 personnes, on incarcère environ 665 personnes. En comparaison avec d'autres pays, en France par exemple, sur 100 000 personnes, on incarcère 105 personnes. Au Royaume-Uni, sur 100 000, 140 personnes. Au Canada, 107 personnes. À la Norvège, 60 personnes. Les États-Unis représentent 4% de la population mondiale et 22% de la population carcérale mondiale. Aux États-Unis, lorsque des hommes noirs et blancs commettent le même crime, les hommes noirs reçoivent en moyenne une peine de 19,1% plus longue. Un adulte sur 23 pour la population de personnes noires de peau, contre un adulte sur 81 pour la population de personnes blanches de peau, est en probation. La prison aux USA manque grandement d'efficacité. Elle se concentre majoritairement sur la punition
plutôt que la réhabilitation. Elle ne nous prépare nullement à revenir à une vie en société. Lorsqu'on sort de prison, on n'a pas d'emploi et on va certainement se retrouver SDF et donc commettre également des crimes, parce que pour survivre, lorsqu'on est SDF, on doit enfreindre la loi. La Norvège met l'accent sur la réhabilitation, l'idée d'avoir une meilleure prison qui serait destinée à favoriser l'amélioration, avec un contact avec la nature, des petits magasins à l'intérieur de la prison, des bibliothèques. Tous les officiers qui sont directement en contact avec les prisonniers ont fait au moins 2 ans de formation, et ils travaillent quotidiennement avec les prisonniers pour construire leurs plans pour l'avenir, pour leur vie en dehors de la prison. De cette manière, lorsqu'ils sortent de prison, ils ne se retrouvent pas complètement perdus et livrés à eux-mêmes. Le taux de récidive à la Norvège est parmi les plus bas au monde. On compte moins de 20% de récidive après 2 ans. Quel rôle jouent vraiment les maladies mentales et les addictions dans le sans-abrisme aux États-Unis ? On dénombre plus de 250 000 personnes qui seraient atteintes de troubles psychiatriques dans la population de personnes SDF. Comme on l'a vu précédemment, les hôpitaux psychiatriques n'hésitent pas à se débarrasser de certains de leurs patients qui n'ont plus suffisamment de fonds pour couvrir leur traitement, comme les 2 hôpitaux psychiatriques à Los Angeles qui s'étaient débarrassés de plus de 150 de leurs patients dans la rue, et ont été par la suite condamnés à une amende de plus de 1,5 million de dollars. Malgré cela, certains policiers, lorsqu'ils rencontrent des personnes SDF atteintes de maladies mentales, décident de les emmener dans des hôpitaux et trop souvent les retrouvent seulement quelques jours, voire quelques heures plus tard, dans les rues où ils les avaient trouvés initialement. C'est une grande défaillance du système de santé américain, ça persiste, on en est conscient, et ces prises en charge médicales d'urgence coûtent très cher. Un des arguments est que ce genre de traitement des personnes atteintes de maladies mentales peut être en conflit avec leur liberté individuelle lorsque celles-ci ne souhaitent pas être prises en charge. Cela paraît presque hypocrite lorsqu'on considère le fait qu'ils n'ont pas hésité à sortir des lois criminalisant les comportements associés à leurs conditions, comme s'ils en avaient eu le choix, et donc leur nier des droits fondamentaux auxquels ils devraient avoir droit. Et tout d'un coup, lorsqu'il s'agit de traiter les personnes responsables de maladies mentales, eh bien on s'inquiète que leur liberté individuelle soit bafouée. Ce qu'il faut aussi garder en tête, en somme, c'est que normalement ces personnes développent des maladies mentales en réponse au traumatisme qu'ils subissent à la rue. Et ce n'est pas forcément une cause de leur condition d'SDF. Donc si les loyers étaient plus abordables et que moins de personnes allaient à la rue, il y aurait moins de personnes atteintes de maladies mentales. Et si on prenait en charge les personnes atteintes de maladies mentales, elles n'auraient pas besoin de se retrouver livrées à elles-mêmes à la rue. Dans l'état actuel, les personnes atteintes de maladies mentales sont donc bien en très grand nombre dans la population de personnes SDF, bien que cela ne soit pas forcément une cause de leur situation. Quant aux addictions, d'après certaines personnes qui ne sont pas SDF, cela représenterait la cause majeure du sans-abrisme. Un de mes hôtes m'a même dit « Je pense que 90% des personnes SDF le sont à cause de la drogue. Même si je crois véritablement que certains SDF ont dû avoir des problèmes financiers. Mais ça ne doit pas être la majorité. » Dans les faits, ce qu'il a dit est complètement faux, et c'est plutôt l'opposé qui se rapproche de la réalité. Dans les statistiques, environ 30 à 40% des personnes SDF souffriraient d'alcoolisme et 27% d'addiction aux drogues. On est donc loin des 90%, bien que ces chiffres restent très importants, ce n'est pas la majorité. En plus de cela, leurs addictions ne sont pas forcément la cause de leur situation. Ça peut être des choses qu'ils ont testées à la rue, à cause de mauvaises fréquentations, ou encore afin d'échapper à leur quotidien de manière momentanée. Le nombre de personnes prenant des drogues dans les populations SDF dépend aussi du quartier et des communautés. À Skid Row, par exemple, la quantité de personnes prenant de la drogue semblait beaucoup plus concentrée, alors que dans une autre communauté que j'avais visitée à Oakland, où il y avait essentiellement des familles et on me disait que les personnes qui prenaient de la drogue se faisaient très rares. C'était une minorité dans le camp. Une des solutions mises à l'avant par l'administration Trump était l'approche par laquelle on attendait d'une personne SDF qu'elle soit prête à être logée. Par prête, on veut dire qu'elle soit sobre, par exemple, ou qu'elle ne prenne plus de drogue. Soyons réalistes. Déjà qu'il est très compliqué de combattre une addiction de cette nature-là. Comment attendons-nous de personnes SDF qui sont dans un état mental déplorable, qui ont été dans la rue depuis certainement quelques années, de combattre ces addictions dans le même environnement dans lequel elles se trouvent, où d'autres personnes prennent de la drogue à côté d'elles? Il faudra à l'inverse d'abord leur
permettent d'avoir un bon environnement avec un suivi psychologique et médical, ou est-ce qu'elles peuvent vraiment prétendre à combattre ces addictions? Cela a aussi un nom et c'est le logement d'abord, donc c'est ce que d'autres militants militent pour, mais l'administration de Trump préférait la première méthode évoquée. Au-delà de cette première solution qui en théorie semble bien et logique, en matière de statistiques aussi, la deuxième solution a des résultats qui sont nettement meilleurs comme on verra dans les prochains podcasts. Le logement d'abord est l'une des meilleures solutions à proposer pour une personne SDF. En revanche, elle est très coûteuse également. You know what I mean? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. You know what I mean? Quelle solution pour le problème du sans-abrisme aux USA? Quelles limites comporte-t-elle? Nous verrons dans un premier temps que l'amélioration des conditions de logement est une condition sine qua non à la résolution de ce problème. Puis, pour une résolution sur le plus long terme, cela passerait par de la prévention, en instaurant plus de politiques sociales dans divers domaines. Pour améliorer les conditions de logement aux USA, bien qu'un type de programme puisse démontrer des résultats exceptionnels, il faut tout de même investir dans divers programmes pour pouvoir s'adapter aux différentes catégories de personnes SDF. Les ressources nécessaires au financement de ces programmes peuvent aussi être obtenues par une plus forte taxation des millionnaires et des milliardaires qui vivent dans ces zones-là, où justement la population des SDF est particulièrement concentrée. Mais ce n'est pas qu'un problème de ressources. Certaines fois, par exemple, la procédure prend trop de temps. Les permis de construction ralentissent considérablement la construction de logements sociaux. Il faut mettre une priorité lorsqu'il s'agit de logements sociaux pour que les permis de construction soient obtenus plus rapidement. Norman Choi, gestionnaire et promoteur immobilier en Californie, me dit que certains de ces permis de construction ont pris jusqu'à 4 ans à obtenir, sachant que la durée de construction était elle-même de 4 années. On a donc doublé le temps qu'il nous fallait pour obtenir ces logements sociaux, sans mentionner les estimations des compagnies avec lesquelles nous travaillons qui ne cessent d'augmenter au fur et à mesure du retard de construction. À Vienne en Autriche, la majorité des résidents vivent dans des logements sociaux. Ils sont en très bonne qualité et très divers et coûtent environ entre 400 et 600 $ par mois. 62% des résidents de la ville sont logés dans des logements sociaux. C'est l'idéal, c'est-à-dire que c'est un environnement qui est bon pour ces populations qui sont défavorisées et la preuve en est que des personnes d'autres classes n'ont pas de problème à venir y habiter. De cette manière, cela participe même à prévenir d'autres problèmes tels que celui de la mixité sociale. Il y a aussi des législations qui peuvent être créées pour bloquer les loyers dans une certaine mesure. Le but est d'avoir plus de logements abordables. Étant donné qu'on a suffisamment de logements aux USA, ce n'est pas un problème de quantité, mais le problème se pose sur le coût de ces logements-là. Une fois qu'on a ces logements, on peut mener des programmes similaires à ceux de Housing First, donc logement d'abord. Comme expliqué précédemment, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès. Donc voici les résultats d'une étude. Sur une étude où on a pris 2 groupes. Un groupe qui participait au programme Housing First et l'autre groupe était logé dans des résidences de manière temporaire où ils avaient un suivi médical. Dans le premier groupe, on a finalement 88% des personnes qui ont participé qui sont restées logées contre 47% du second groupe. Ce qu'il faut comprendre aussi sur le programme de Housing First, c'est que ce n'est pas housing only. C'est-à-dire qu'on loge, mais pas seulement. Il y a aussi énormément de support concernant l'éducation des enfants, la recherche de travail pour les parents, la disponibilité de formation pour ces mêmes personnes, un accompagnement médical, un accompagnement de santé mentale. Quand je parle d'accompagnement pour les enfants, il y a littéralement un aide-devoir quotidien. Le but est que ça soit une résolution du problème sur 2 générations. Hawaï a également décidé d'adopter Housing First et ça leur coûte 25 $ par habitant. Et ça leur permet, en fin de compte, de réaliser de grandes économies. C'est aussi ce que la Finlande a utilisé il y a quelques années pour résoudre sa crise du sans-abrisme. Il y a maintenant aucune personne dort dans la rue à Helsinki et c'est moins de 0,5% de SDF en Finlande. Maintenant, comme dit précédemment, on ne peut pas mettre toutes nos ressources sur un seul programme. Il faut varier nos programmes en raison de la diversité des personnes SDF, mais aussi puisqu'il faudrait des endroits qui permettraient aux personnes SDF de simplement ne pas dormir dehors en attendant que d'autres logements soient prêts. Donc il faut essayer d'avoir une certaine balance entre le besoin d'une réponse urgente et une réelle réponse qui règle vraiment le problème sur le long terme, donc celle de Housing First. Ça revient à appliquer Housing First autant qu'on puisse, tout en ayant suffisamment d'abris pour que personne n'ait à dormir dehors. Mais il faut aussi améliorer les conditions de ces abris-là. Donc ce qui est revenu très souvent chez les personnes avec qui j'avais discuté, que les horaires étaient trop stricts.
certaines fois ne permettant pas de travailler en même temps, qu'il y avait une grande insécurité dans ces abris-là, qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où garder ses affaires de manière sécurisée comme des lockers, que l'environnement n'était pas assez bon. Autre chose qu'on pourrait faire pour les personnes qui habitent dans leur voiture, avoir plus de parking aussi, où est-ce qu'ils pourraient passer la nuit légalement, avec des cuisines d'extérieur, plus de salles de bain, plus de sanitaires à l'extérieur. C'est incroyable de dire qu'il y a énormément de municipalités qui ferment les toilettes ou les transportent pendant la nuit, et ensuite se plaignent de la saleté de ces zones-là et du fait qu'on puisse y trouver des excréments humains. Il faut aussi qu'on ait des statistiques qui sont plus précises. Il y aura toujours des sous-estimations, mais celles-ci sont trop importantes dans le cas des États-Unis. On peut aussi développer les statistiques sur les personnes qui étaient SDF récemment, les personnes qui risquent de le devenir, afin d'avoir une vue d'ensemble et pouvoir donner des aides plus appropriées à chacun et peut-être empêcher certaines personnes de devenir SDF. En effet, il vaut mieux empêcher ces personnes d'être à la rue, puisqu'une fois à la rue, il faut que votre cas soit plus urgent que d'autres, que vous soyez pris en charge en priorité. Autrement dit, ça laisse du temps à votre situation de se dégrader, avant que vous soyez en mesure d'obtenir de l'aide. Le modèle actuel est donc basé de manière prédominante sur la réponse urgente, puisque pendant des années, on a refusé d'admettre les conséquences d'une économie trop capitaliste et d'un manque de politique sociale. Et maintenant, nous sommes confrontés à des conséquences que nous ne pouvons plus éviter. Nous devons donc répondre de manière urgente à la situation. En revanche, pour que cela soit durable, la prévention est nécessaire. La prévention passe aussi par une politique plus sociale dans divers domaines sur le long terme. Il faut que plus d'investissements soient faits dans le domaine de l'éducation, de l'alimentation, de la santé publique, et que plus d'alternatives soient développées à la prison, et qu'une fois qu'elle est inévitable, que la réhabilitation y soit privilégiée. You know what I mean? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. You know what I mean? Souvent, lorsqu'on souhaite faire une donation à une personne SDF, l'idée selon laquelle il l'utiliserait pour s'acheter de l'alcool, des cigarettes ou encore de la drogue nous en dissuade très rapidement. Mais faisons-nous quelque chose d'autre à la place? Nous pourrions par exemple leur acheter de la nourriture. Mais ce n'est souvent pas ce qu'on fait. À la place, nous décidons de poursuivre notre chemin jusqu'à prendre l'habitude de ne plus les remarquer. Voici l'exemple de personnes qui ont décidé de faire quelque chose d'autre à la place. 3 étudiantes à l'université de Cergy remarquent que sur les 2 types de couvertures qui sont donnés aux personnes SDF, aucun n'est étanche et tient chaud à la fois. Le premier type tient bien chaud, en revanche, dès lors qu'il est mouillé, il s'adapte à la température ambiante. Le second type est bien étanche, mais il ne tient pas chaud. Pour leur projet de fin de licence, elles décident alors de concevoir une nouvelle couverture qui serait étanche et qui tiendrait chaud à la fois. Pour ce faire, elles ont contacté de nombreux spécialistes sur LinkedIn et ont reçu de nombreuses réponses. Leur projet a été très médiatisé et très bien reçu. Une fois qu'elles auront fini de développer cette couverture, elles comptent développer d'autres vêtements avec cette même matière qui tient chaud et qui est étanche à la fois pour les personnes SDF. Elvis Summer est un musicien basé à Los Angeles qui a décidé de construire plus de 1200 petites cabanes à destination des personnes SDF. Malgré l'interdiction que le maire de Los Angeles a formulée à son égard, il a récemment délivré une cabane à un couple qui attendait un enfant. Courtney a été SDF pendant plus d'une année et a décidé d'utiliser la plateforme TikTok pour montrer à quoi ressemble le quotidien d'une personne SDF et qu'être SDF ce n'est pas un choix. Chaque année aux États-Unis, des centaines de médecins et spécialistes se rejoignent pour diagnostiquer et soigner gratuitement des milliers d'Américains et personnes SDF qui habituellement n'ont nullement les moyens d'aller chez le médecin. Le maire d'Holberg, Richard Berry, a un jour vu une personne SDF qui attendait à proximité d'un panneau où il était marqué « Abri disponible ». Cet homme tenait une pancarte entre ses mains où il était marqué « Je veux un travail ». Il a donc décidé de le prendre lui et d'autres personnes qui sont dans la même situation que lui et leur donner du travail régulièrement ainsi qu'une place où dormir. Dan DeVol possède une propriété de 72 acres à proximité de Louis Obispo. Vivant seul, il a décidé d'en faire un abri. Il accueille plus de 10 personnes SDF chez lui. Celles qui ne peuvent pas payer une petite contribution font du volontariat dans leur ranch. Joe est le patron d'une pizzeria et a décidé de donner au quotidien les restes de sa pizzeria à des personnes SDF. Enfin,
Une association à Los Angeles organise un week-end dans lequel on se met dans la peau d'une personne SDF. Ce projet vise à augmenter l'empathie chez les personnes qui participent à cette expérience. Ces personnes dormiront dans un jardin, seront livrées à eux-mêmes durant une après-midi entière dans le centre-ville sans ressources et avec le but de devoir s'alimenter. You know what I mean? I got a job. I work my ass off every day. I got a job. I work my ass off every day. You know what I mean? Devrions-nous donner 26 000 $ à chaque personne SDF à New York? De nombreux policiers à New York n'hésitent pas à payer des billets aller simples pour envoyer les personnes SDF de New York dans d'autres États. Mais que se passerait-il si on décidait de les garder et qu'on leur donnait 26 000 $ chacun? Sachant qu'il y a environ 100 000 personnes SDF à New York et que le budget annuel pour régler ce problème à New York est de 2,6 milliards, on pourrait en théorie leur donner chacun 26 000 $ par an. Mais est-ce que cela permettrait-il une résolution plus efficace de ce problème? Nous allons étudier les principaux axes d'opposition à ce projet, tout en les considérant en rapport avec un exemple de ce projet qui a pris place au Canada. Alors pourquoi est-ce que donner directement de l'argent aux personnes SDF, ça pose problème? Premièrement, ça ne résoudrait pas le problème. En effet, pour résoudre le problème, il faudrait en théorie plus d'aide sociale et une économie moins capitaliste, dans le domaine du logement. Alors je vous en dis un peu plus de l'exemple de ce projet qui a pris place au Canada. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance de Vancouver, en partenariat avec l'Université de British Columbia, qui a identifié 50 personnes âgées de 19 à 64 ans. Les bénéficiaires n'avaient pas de problème important de toxicomanie, ni de santé mentale. Ils ont par la suite reçu un paiement unique de 7 500 CAD, qui correspond à 5 600 $. Voici les résultats en comparaison avec un groupe aux caractéristiques identiques, mais qui n'ont pas reçu ce paiement. Les bénéficiaires ont pu obtenir un logement stable plus rapidement que ceux qui n'avaient pas reçu ce paiement. Plus de 2/3, 67% précisément, des bénéficiaires étaient en sécurité alimentaire après un mois, une hausse de 37% dans la sécurité alimentaire. En comparaison, l'hausse du second groupe n'était que de 2%. L'étude a également montré une réduction de 39% des dépenses en biens comme l'alcool, cigarettes ou drogues sur 12 mois pour ceux qui avaient reçu le paiement. Finalement, cela a permis une économie de 8 100 $ par personne, ce qui représente au total une économie de 405 000 $. En somme, au-delà de permettre à ces personnes SDF un nouveau départ, c'est aussi une manière d'habiliter ces individus et de leur montrer que la société croit en eux. Par rapport aux deux arguments qui ont été formulés au départ à l'encontre de cette mesure, on voit bien que les personnes qui sont atteintes d'addiction ou de maladie mentale ne bénéficient pas de ce programme. En revanche, là où ce programme peut leur bénéficier indirectement, c'est que grâce aux économies qui ont été faites, cela laisse plus de ressources pour créer de nouveaux programmes qui seraient mieux adaptés à des personnes qui sont atteintes de maladies mentales ou d'addiction. Par rapport au fait que cela ne résout pas les causes du problème, bien sûr, il faut continuer à traiter les causes mêmes du problème, mais répondre à la situation actuelle et sortir des personnes de la rue est déjà un début de résolution de ce problème. Comme vous avez pu le voir dans cet exemple, on a bien donné 5 600 $ et non pas 26 000 $ à des personnes SDF. Le nombre 26 000 $ correspond seulement à ce qu'on pourrait donner à des personnes SDF en théorie à New York, en prenant en compte le budget annuel qui est attribué à ce problème et le nombre de personnes SDF. Mais comme nous venons juste de le voir, 5 600 $ a déjà permis des résultats flagrants. Il faudrait mieux étudier le montant exact d'une telle aide et les conditions qu'il faudrait remplir au préalable ou ce qu'il faudrait démontrer au préalable et à qui la donner, mais c'est une idée qui peut vraiment permettre à de nombreuses personnes de rebondir et être le coup de pouce dont elles ont besoin pour sortir de leur situation de sans-abrisme. And when we're not invading some sovereign nation or setting it on fire from the air, which is more fun, then we're usually declaring war on something here at home. Do you ever notice that? We love to do that, don't we? We love to declare war on things here in America. Anything we don't like about ourselves, we have to declare war on it. Don't do anything about it. We just declare war on it. We got a war. It's the only metaphor we have in our public discourse for solving a problem. It's called declaring a war. We got a war on poverty, the war on crime, war on litter, the war on cancer, the war on drugs. But you ever notice there's no war on homelessness, is there? Nah, no war on homelessness. You know why? There's no money in that problem.
Il y a 9 ans déjà, George Calin, humoriste états-unien, critiquait le fait que les États-Unis n'hésitaient pas à déclarer la guerre à de grandes nations ou à utiliser la métaphore de la guerre pour de nombreux problèmes tels que la guerre aux drogues, la guerre contre le cancer. En revanche, une guerre contre le sans-abrisme n'est pas envisagée. Selon lui, cela s'expliquerait majoritairement en raison de l'absence d'intérêt économique que cela représenterait. Dans ce podcast, nous aborderons le rôle de la politique dans la résolution du sans-abrisme aux USA, plus de celle des personnes non SDF, et enfin des risques que cela comporte pour l'avenir des USA si la situation demeure inchangée. 20 milliards de dollars, c'est ce que les États-Unis ont dépensé cette année pour tenter de mettre fin au sans-abrisme. En comparaison, les dépenses militaires des États-Unis en 2019 seulement s'élèvent à près de 718 milliards de dollars. Ces nombres semblent confirmer les propos de George Calin. Les États-Unis ne semblent pas vraiment faire la guerre contre le sans-abrisme. Les politiciens disent que c'est leur priorité, les budgets augmentent, mais toujours pas de résultats. C'est ce que dit Stephen Head, chercheur à l'Institut de Manhattan. On leur reproche souvent de ne pas appliquer des solutions qui se sont avérées efficaces ou de ne pas suffisamment les appliquer, comme celle de Housing First, ou encore de ne pas régler des problèmes mineurs mais qui pourtant aideraient énormément de personnes dans le cadre du sans-abrisme, comme le fait d'installer plus de sanitaires à l'extérieur et d'améliorer les conditions de vie dans les abris, ou encore de dépenser de grandes parties des subventions dans des actions qui ne résolvent rien au problème, comme les grands nettoyages, la mise en place d'architecture hostile qui empêcherait les personnes SDF de dormir à certains endroits, ou de parfois de décourager des initiatives desquelles ils pourraient pourtant s'inspirer, comme lorsqu'ils ont interdit à Lewis Summer construire des cabanes à Los Angeles pour des personnes SDF. Pour certains, la cause en est que la résolution totale de ce problème ne serait pas préférable, étant donné que les subsidiarités reçues annuellement par les entreprises qui travaillent avec le gouvernement diminueraient considérablement. Mais parfois, des mesures politiques sont bien votées et c'est bien la population qui s'y oppose. Ce comportement est souvent décrit par la phrase en anglais « not in my backyard », qui signifie « pas dans mon jardin ». En réalité, elle a un sens bien plus large et fait référence à la volonté de ne pas avoir des abris ou des logements sociaux où des personnes SDF se trouveraient à proximité de chez soi. Tout d'abord, pour des raisons économiques, puisqu'on s'inquiète que la valeur de nos biens immobiliers diminue de 5 à 15% d'après les estimations du gouvernement de Las Vegas. Puis sécuritaire. En effet, pour de nombreuses personnes, il est plus compliqué d'éprouver de la compassion lorsque sa sécurité ou celle de sa famille en dépendent. Un argument qui est très répandu également est que la majorité des personnes SDF auraient des antécédents criminels. Une majorité, je ne sais pas, en revanche il est possible qu'un grand nombre de personnes SDF aient en effet des antécédents criminels. Mais cela peut aussi s'expliquer pour deux raisons que nous avons déjà abordées précédemment. Premièrement, que les comportements associés à la condition de personnes SDF sont souvent criminalisés dans de nombreux États, et à cause des déficiences du régime carcéral américain qui n'est nullement réhabilitatif. Par conséquent, lorsque des prisonniers sont libérés, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes et finissent souvent SDF. Bien qu'il soit très important de considérer le point de vue des personnes non SDF dans la résolution du sans-abrisme, on finit par aboutir à des situations où l'accent est trop mis sur les personnes non SDF alors que les premières victimes restent les personnes SDF elles-mêmes. Et cela contribue à un climat hostile où de nombreux actes de cruauté peuvent prendre place envers les personnes SDF. Par exemple, à Santa Monica, 3 personnes SDF ont été battues à mort, ou encore le 14 juillet 2022, 3 sans-abri à New York ont été poignardés pendant leur sommeil. Par ailleurs, on est arrivé à un état tellement catastrophique, on va pouvoir prendre la vie des personnes qui ne sont pas SDF que dans une moindre mesure. On ne peut plus retarder la résolution de ce problème à cause du fait que certaines personnes ne veulent pas de logements sociaux ou de logements plus abordables à côté de chez elles. En l'état des choses, il n'y a pas besoin qu'on ait des logements sociaux ou des centres à côté de chez soi pour qu'on soit impacté par la situation actuelle et pour qu'on voit de nombreuses personnes SDF dans son quotidien. Et les Américains ont une part, malgré eux, dans la résolution de ce problème, dans la mesure où ils doivent accepter d'avoir de tels centres à proximité de chez eux. Il ne suffit plus d'accepter que des réformes soient faites, il faut aussi accepter qu'elles soient faites à côté de chez soi. Mais quels risques supplémentaires pèsent sur le futur du sans-abrisme aux USA ? Premièrement, la récession pandémique pourrait entraîner une augmentation de 49% du nombre de sans-abri. En effet, actuellement, des recherches de la Réserve fédérale montrent que 59% des Américains sont à un chèque de paye de perdre leur logement. Des politiques sociales pour prévenir les 11 millions de locataires à faible revenu de devenir SDF sont donc nécessaires sur les prochains mois et années. Le problème est qu'à l'approche des élections, le pays est toujours fortement divisé entre Joe Biden et Trump, et que 40% des partisans de Trump pensent toujours que les résultats de la dernière élection présidentielle ont été truqués. Le problème est que si les conservatifs reviennent au pouvoir, Trump risque de vouloir diminuer de nouveau les coupons alimentaires, renforcer cette vision exagérée de la méritocratie,
et donc aller dans le sens des personnes qui disent qu'être une personne SDF, c'est un choix, se diriger plutôt vers une prison à visée punitive et non pas réhabilitative, et renforcer la politique de logement quatrième. Logement quatrième signifie traitement d'abord, sobriété, emploi, puis logement peut-être. Ce qui est complètement irréalistique. On attend des personnes SDF qu'elles se traitent d'abord, qu'elles atteignent un état de sobriété, qu'elles trouvent un emploi, pour qu'enfin on puisse potentiellement leur fournir un logement. Ce qui équivaut au parfait opposé du logement d'abord. Si les États-Unis souhaitent vraiment faire la guerre au sans-abrisme, à la pauvreté, aux criminels ou à la drogue, il ne suffit pas de le clamer, mais bien d'utiliser des ressources qui se rapprochent de celles qu'on utilise pour faire la guerre aux pays extérieurs. Ou du moins, des ressources plus importantes, suffisantes, pour qu'on puisse voir de réels progrès. Bien que le financement n'est pas le seul facteur, il demeure nécessaire. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. La France est aussi engagée internationalement, auprès de l'ONU, pour éradiquer l'extrême pauvreté à l'horizon 2030. Ce dernier extrait date de 2017. Actuellement, on dénombre plus de 300 000 personnes SDF en France, selon l'abbé Pierre. Ce nombre a donc doublé depuis la dernière enquête de l'INSEE qui date de 2012 et qui recensait environ 140 000 personnes SDF en France. Pour une population totale qui est 6 fois moins importante en France qu'aux États-Unis, on a seulement 2 fois moins de personnes SDF en France par rapport aux États-Unis. Bien que la population totale de personnes SDF aux États-Unis est sous-estimée, cela reste très disproportionné et la population totale de personnes SDF en France peut être aussi sous-estimée. Finalement, comme Julien Damon, sociologue et professeur à Sciences Po Paris, le souligne, la dynamique est toujours la même. On tente de résoudre un problème qui, en réalité, est un concentré de tous les autres problèmes sociaux. Depuis la crise sanitaire, de nouvelles actions sont menées par l'État. Ouverture et pérennisation de logements sociaux, on a 40 000 nouveaux logements sociaux, et débloquement de fonds, on a une somme d'1,5 milliard d'euros qui vient s'ajouter au budget initial de 2 milliards. On peut faire une petite comparaison ici avec les États-Unis. Notre nouveau budget annuel est de 2,5 milliards d'euros et celui des États-Unis est de 20 milliards d'euros, ce qui est 8 fois plus élevé pour, d'après les statistiques, 2 fois plus de personnes SDF. Ces exemples d'action sont positifs et à encourager. En revanche, ils ne représentent nullement de rupture avec les politiques qu'on a appliquées jusqu'à présent dans la résolution du sans-abrisme, ni dans la résolution du sans-abrisme en soi. Julien Damon donne aussi 5 exemples de mesures que nous devrions appliquer en France afin de réduire le sans-abrisme. Premièrement, il faudrait décentraliser la gestion de ce problème, ce qui permettrait plus de responsabilités localement et de réduire ce jeu de ping-pong entre les collectivités locales et l'État, et qui donc permettrait plus d'efficacité. C'est déjà le cas à Madrid, Londres et Berlin. Deuxièmement, il faudrait fixer des objectifs quantifiés d'extinction du sans-abrisme. Rationaliser en fonction de 3 différentes catégories. Premièrement, celle qui est liée aux prises en charge urgentes, puis celle avec une offre d'accompagnement, et enfin, une plus générale liée à l'accès du logement. Quatrièmement, créer une agence européenne liée à la résolution du sans-abrisme. Et enfin, clarifier le lien entre le secteur associatif et l'ordre public. Cela fait davantage sens étant donné que de nombreuses associations se plaignent du manque de soutien du gouvernement. Ça Afrique, fondatrice du mouvement Réchauffons nos SDF, qui est un mouvement fondé par des femmes pour des femmes SDF, déplore l'inaction de personnalités politiques précises qui sont bien au courant de la situation. Elle souhaiterait voir plus de support et de subventions de la part de l'État envers les associations qui luttent contre le sans-abrisme en France. D'après certaines associations, cela reflèterait le fait que les associations croient plus en la résolution du sans-abrisme en France que l'État y croit.